Cette table ronde, on l'a appelée de manière un peu poil à gratter, et en discutant avec Nicolas Namur, du tabou au phénomène de société, parce que c'est une idée en fait dont on s'est aperçu depuis quelques années en travaillant au sein de l'association, c'est que au tout début, il y a 10 ans, quand on commençait à parler de tout ça entre nous, il y avait comme une gêne, c'est-à-dire l'infertilité, dire qu'on avait du mal à devenir parent, c'était considéré comme quelque chose d'intime, c'était presque déplacé dans la conversation. Ça se passait sous la couette, et si ça marchait pas sous la couette, en gros, il fallait que ce soit tu. Et puis, petit à petit, en discutant justement beaucoup entre nous, etc., en travaillant avec des chercheurs, en travaillant avec des médecins, on s'est aperçu que le phénomène n'était pas du tout contenu dans une problématique de couple, mais qu'en fait, le problème était global et concernait en fait même pas que nos vies, même pas que notre pays, mais en fait la planète, et qu'on se retrouve dans une problématique mondiale, globale, et qui nécessite que toutes les différentes disciplines de la recherche et de l'action se coordonnent. Alors on est très heureuse et heureux d'accueillir aujourd'hui particulièrement ces deux personnalités qui portent ces sujets chacun à leur façon. On attendait la présence d'une sénatrice, les écologistes, qui malheureusement ne vient pas. C'est dommage, mais voilà. Et l'idée en fait de cette table ronde-ci, c'est à la fois d'être très interactif avec vos questionnements à vous aussi, parce que il y a un piège en fait dans cette question qui serait en fait de paniquer ou d'être dans un état de sidération en réalisant à quel point, oui, notre environnement est toxique et impacte de manière grave nos corps et du coup compromet nos projets de parentalité. Et l'idée, c'est justement pas de déprimer, c'est justement pas d'être désolé de tout ça, mais d'agir. Et pour agir, il faut être informé. Donc, on a infiniment besoin que vous nous disiez ce que vous savez et comment on peut prendre nos destins en main, individuels et collectifs, pour faire changer les choses. J'ai commencé par un message donc positif. Tout à l'heure, Nicolas parlait de la DOAD. Alors, c'est un terme un petit peu compliqué, mais vous allez voir pourquoi c'est positif. Origine développementale de la santé et des maladies de l'adulte. Mais il y a la santé dans la DOAD. Et puis il y a aussi la POAD, c'est la même chose, mais ça passe par le père. Paternal Origin of Health and Disease. Alors pourquoi c'est positif ? Parce que le principe de la DOAD, et vous allez voir pourquoi ça nous rejoint, aussi bien la pollution, les produits chimiques que la nutrition, l'obésité, le sommeil, le stress, enfin tout ce qui est facteur environnemental, c'est que tout cet environnement va, on le sait aujourd'hui, agir déjà sur la qualité des gamètes, sur les spermatozoïdes, sur les ovocytes. Et ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'il y a les 1000 jours, donc qui sont complètement liés à la DOAD. 1000 jours, vous prenez votre calculette, c'est les 9 premiers mois de vie plus les 2 premières années de vie, auxquelles nous rajoutons, nous, c'est-à-dire les biologistes de la reproduction, les 100 jours avant les 1000 jours pour préparer les ovocytes et les spermatozoïdes. Donc la DOAD, elle nous dit que tout l'environnement, n'importe quel environnement, va jouer sur la qualité des spermatozoïdes et des ovocytes pendant les 100 jours. Et puis ensuite, va avoir un impact, c'est ce qu'on appelle une réponse adaptative prédictive, à travers le placenta, sur l'embryon, puis le fœtus en développement. Et que on va avoir, ou pas, et c'est ça qui est intéressant, après la naissance, la mise en place, l'apparition
de la santé ou des maladies. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de l'optimisme? L'optimisme, c'est parce que tout ce parcours dont je vous parle, c'est-à-dire l'environnement, les spermatozoïdes, les ovocytes, l'embryon, le développement jusqu'à la naissance, eh bien, ça passe par ce qu'on appelle des marques épigénétiques. Alors, je ne vais pas vous faire rapidement un cours sur l'épigénétique, mais en gros, l'épigénétique, c'est tout ce qui n'est pas la génétique, c'est-à-dire qui ne passe pas par l'ADN, mais qui passe par des modifications de marques, donc qui sont soit la méthylation de l'ADN, c'est tout sauf l'ADN, la méthylation de l'ADN, l'acétylation des histones, et puis ce qu'on appelle des petits ARN qui vont pouvoir transmettre l'information. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, et ça date au niveau humain, on a l'information depuis quelques mois, c'est qu'on peut modifier, en tout cas, ces marques épigénétiques sont modifiables dans l'espèce humaine, et que n'importe quelle petite action, même la plus mineure, peut avoir un effet positif. Donc ça veut dire que le constat qu'on fait sur le côté inadéquat de l'environnement, à tout moment, quel que soit le moment auquel on agit, idéalement, moi, bien sûr, je prône pour ce qui concerne le préconceptionnel, mais la grossesse aussi, les 2 premières années de vie. Et tout à l'heure, on parlait de la puberté. C'est une période vachement importante. Parce qu'au cours de cette puberté, on va avoir une fenêtre d'action, une fenêtre de tir, d'opportunité qui est majeure. Donc toutes ces périodes qu'on appelle des périodes critiques, mais qui sont critiques parce que ce sont des périodes d'opportunité, on peut agir. On peut agir sur tous les facteurs dont Nicolas a parlé, sur le stress, c'est dommage que Déborah soit partie, sur la nutrition, sur bien sûr le tabac, tout sur l'activité physique, sur l'affection aussi, je vous en donnerai des exemples. Aujourd'hui, on a des preuves biologiques, scientifiques, qu'on peut faire bouger les choses dans le sens positif. Donc nous ne sommes pas que des victimes, nous pouvons être acteurs, et c'est important que ce message il soit également passé. On parlait tout à l'heure de l'autoconservation ovocytaire. Pour moi, c'est un enjeu majeur, parce que l'autoconservation ovocytaire, elle vous l'a dit tout à l'heure, c'était Sophia, je crois. Je ne sais pas si elle est encore là, Sophia. Nous, c'est pareil, hein, on va avoir 6 mois d'attente pour le rendez-vous, je travaille à Tenon, et à peu près 10-12 mois pour avoir l'autoconservation réalisée. Mais ça, c'est une fenêtre d'opportunité magnifique pour améliorer son mode de vie. Bon sang, là, on a 18 mois pour faire tout ce que Nicolas va vous dire de faire et d'améliorer son stress, sa nutrition. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, je pourrais vous en parler. Son activité physique. Bref, pour améliorer la qualité des ovocytes qu'on va mettre en banque. C'est pas génial, ça ? Parce que tant qu'à mettre en banque des ovocytes, autant qu'ils soient les mieux possibles. Donc voilà, je crois que oui, il y a des messages optimistes, mais ça passe par le fait qu'on soit acteurs. Moi, j'aime pas le mot assistance médicale à la procréation. Redevenons tous acteurs, reprenez la main de votre santé et ce sera génial. Voilà. Oui, un petit mot, en tout cas, sur la DOAD et les 1000 premiers jours, merci, parce que c'était particulièrement clair et c'est tellement ça. Moi, je suis quand même... J'ai du mal à être optimiste, même si je partage le goût du combat vers cet espoir. Quand on voit un peu les décisions politiques qui sont prises et quand on voit effectivement l'importance de l'épigénétique, l'importance des facteurs exogènes sur notre bonne santé globale, mais aussi reproductive, je ne trouve pas que nous allions vraiment dans le bon sens. Il suffit de voir la réintroduction du glyphosate, dont toutes les études, dont la plupart ont été balayées d'un revers de main par le gouvernement, montraient à quel point c'était dangereux. Encore une fois, il y a des facultés de perturbation endocrinienne, des facultés reprotoxiques en fonction des pesticides qui sont clairement démontrées, et ça n'empêche pas de continuer à en répandre partout dans l'environnement. Hier, j'étais à une présentation sur les SDHI, donc ces fongicides dont on déverse 500 à 700 tonnes chaque année partout sur nos champs, dans nos campagnes, qui tombent, qui descendent jusqu'aux nappes phréatiques, qu'on retrouve à des doses de 1000 ppb, des doses incroyables dans les eaux de surface.
on ose encore croire qu'on peut s'attaquer à des petits champignons, mais que nous, notre corps en serait exempt et qu'on n'aurait pas de minuscules en nous. Non, ça nous fait le même. One Health, c'est exactement ça. On ne peut plus considérer aujourd'hui la santé humaine hors de son écosystème, hors de celle de la biodiversité, hors de la santé animale. Et effectivement, sur One Health, on peut revenir. Et l'exemple de Serge Morand dans le film de Marie-Monique Robin est très parlant. On a délocalisé, on a fait un élevage porcin intensif dans un endroit. On abat des forêts, les chauves-souris viennent se nidifier au-dessus de l'élevage porcin. Les chauves-souris sont de grands réservoirs à virus, transmettent leur virus par la fiente sur les porcs. Nous mangeons les porcs et nous chopons les virus des chauves-souris. La destruction de la biodiversité ramène à une concentration des élevages, des espèces vivantes au même endroit, ce qui favorise évidemment la circulation des virus. Mais là, on est sur un sujet un peu lointain. Néanmoins, c'est ce qui amène d'ailleurs l'IPBES, la plateforme internationale sur la biodiversité, à déclarer que nous sommes passés dans l'ère des pandémies, puisque avec la destruction de la biodiversité et la concentration des élevages et la multiplication de l'élevage intensif et tous ces facteurs, les virus, les zoonoses, les virus animaux vont de plus en plus circuler vers l'humain et qu'on peut s'attendre à de belles pandémies qui vont arriver. Donc voilà, moi je reviens sur le cancer du sein. Le CIRC nous dit que la France est le premier pays au monde en termes d'incidence du cancer du sein. Nous sommes les premiers. Nous avons le record d'incidence du cancer du sein. Paris serait la première ville. Alors voilà, bon, ça effectivement, Paris serait la première ville. Je demande à voir. Voilà. Faut trouver. André Sicolet est là, vous affirmerez que c'est le cas. Faudrait qu'il présente ces chiffres. En tout cas, pour ce qui est de la France, c'est le CIRC, le Centre international de la recherche contre le cancer. À un moment donné, on ne peut pas douter de ce qu'il y a un lien, enfin vous le savez mieux que moi, sur tout ce qui est hormonodépendant entre la reproduction. Voilà. Donc, peut-être pour cette première intervention, je vais m'arrêter là, mais on pourra continuer après pour la suite, parce qu'il n'y a pas les perturbateurs endocriniens, la pollution chimique. Enfin, quand même, pour finir avec la pollution chimique, c'est l'ancien secrétaire de la FIGO qui disait, obstétricien donc, qui disait, Giancarlo Di Renzo, ancien secrétaire de la FIGO, nous sommes en train de noyer le monde dans des produits chimiques non évalués et non sûrs, et en payant le prix fort en termes de santé reproductive, quoi. Donc voilà, je reviens en tout cas sur ce qui est de la pollution chimique, la prévention, les bons gestes. Si on ne peut pas empêcher l'industrie chimique de nous balancer des plastifiants, on peut quand même éviter de faire en sorte que nos enfants en bas âge jouent avec des jouets en plastique. Alors, est-ce qu'on peut justement entrer dans le détail de ce qui pourrait être une façon de vivre une fois qu'on sait, une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qui, de manière très simple, vous parliez tout à l'heure effectivement des phtalates qu'on peut évacuer en réalité dans une journée. Quels sont les gestes en fait qui peuvent réellement avoir un impact sur notre santé? Qu'est-ce que cette connaissance en fait que vous avez, que vous pouvez nous transmettre, justement, c'est ça qui nous intéresse, moi j'y tiens quand même à ne pas oui, il y a une réalité qui est sombre. Oui, voilà, on peut agir, donc allons-y. Alors, au-delà de l'engagement politique, vous voulez dire, et de l'engagement militant, on peut effectivement faire des choses. C'est ce qu'on expliquait aux lycéens. Déjà, effectivement, informer les lycéens. Ils sont en pleine fenêtre de vulnérabilité. Ce sont des adultes qui n'ont pas encore procréé, qui vont procréer. Donc, eux, les informer en priorité, c'est important. Ça se fait. La région Île-de-France, rendons-lui hommage, a financé ces opérations. Et le réseau environnement santé n'a pas cessé de pousser ça. Et aujourd'hui, on a les caisses... D'ailleurs, Anne Suris vous en aurait parlé, puisque je crois qu'elle était en lien. Les caisses primaires d'assurance maladie de l'Indre et de l'Aisne ont mis aussi en place ce système d'analyse de bracelets en silicone. C'est une méthode qui n'est pas du tout invasive, qui est plutôt ludique, donc ça marche bien, pour justement éclairer et montrer qu'on pouvait faire des choses. Les lycéens, la malbouffe, quoi. À un moment donné, vous savez, quand vous mangez des burgers, vous les tenez dans un papier qui ne tache pas, qui ne prend pas les graisses. Pourquoi? Parce qu'il y a des PFAS, des substances perfluorées.
je crois que c'est Mathieu Kassovitz qui disait que la pollution n'existait pas parce que tout venait de la nature. C'est pas vrai. Les perfluorés, ce sont des substances, des chaînes de carbone et de fluor qu'on a inventées, faites de la main de l'homme. De la même façon, les plastifiants, on les a fabriqués, donc tout n'est pas naturel. Et oui, la pollution existe. Donc, manger des burgers, déjà dans les burgers, il y a des phtalates, mais en plus dans les plastifiants qui tiennent les burgers, il y a des perfluorés. Alors est-ce que les adolescents vont arrêter de manger des burgers? Non, mais ils peuvent le savoir, ils peuvent être au courant, ils peuvent aérer chez eux. Les plus grandes concentrations de polluants qu'on retrouve dans la maison, ce sont des plastifiants, ce sont des phtalates. Il suffit d'aérer 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Et en plus, il y a pas mal d'associations en France qui sont sujettes au phénomène du radon. Le radon est un gaz toxique qui remonte sur les sols schistiques et qui peut remonter dans les habitations. Et l'une des meilleures choses à faire pour évacuer le radon, c'est le deuxième facteur de cancer du poumon après la cigarette. Et on en trouve en Bretagne, on en trouve au Massif central. Par rapport à ça, il faut aérer. Donc de toute façon, il faut aérer, quoi. Et on a souvent un conflit entre la volonté de garder notre énergie, la nécessité de ne pas être une passoire thermique et la nécessité d'aérer. Il faut faire les deux. C'est pas parce qu'on aère 20 minutes quand il ferait très froid que la maison se refroidit, les murs se refroidissent pas. On a le temps d'aérer. Manger bio, ne pas exposer, ne pas mettre des plastifiants dans les micro-ondes, éviter en fait tout ce qui est emballage alimentaire en plastique. Voilà des gestes qu'on peut faire. Et puis encore une fois, manger bio. On a vu que dans un rayon de 1 km autour des vignes, on avait un taux de leucémie augmenté chez les enfants. On n'a pas d'études de leucémie. Je mets un peu tout ça sur le même plan parce qu'on a toujours à faire, vous le savez mieux que moi je ne suis pas un scientifique, mais ça a des phénomènes de perturbation endocrinienne, métabolique ou des phénomènes reprotoxiques. Et on peut imaginer qu'autour des vignes, de la même manière qu'on retrouve beaucoup de cancers du sein ou de leucémie, on doit avoir des problèmes d'infertilité. C'est le docteur d'ailleurs de Montpellier, pardon, son nom m'échappe, mais Charles Sultan, qui a montré effectivement le lien entre la cryptorchidie, l'hypospadias, donc des malformations génitales, et la présence de pesticides de vigne. Donc on le sait, donc attention à aérer, ne pas aérer quand on habite dans un champ et que c'est la journée des pulvérisations. Là par contre, il vaut mieux avoir des végétaux qui nous protègent de ça. Et c'est un peu mon nouveau métier aujourd'hui, qui est justement d'aller dans les villes, de conseiller comment ne pas être exposé. Les végétaux ont un rôle éminemment important puisqu'ils empêchent les particules fines de passer. Alors parlons-en justement, Nicolas. En fait, il n'y a pas d'environnement qui soit exempt de polluants. Qu'on habite à la campagne ou en ville. C'est ça, parce qu'effectivement, en ville, on a aussi un facteur particules fines, et les particules fines, c'est le professeur Parico qui le montrait, descendent juste aux testicules et endommagent la qualité spermatique. Donc les particules fines sont aussi très mauvaises pour la fertilité. Le bruit, on a 2 études, une coréenne qui montre qu'en dessous de 55 décibels de nuit, la fertilité de l'homme tombe, et on a 14% de chances de moins d'être fertile quand on est une femme, quand on est soumis également à un environnement sonore très fort. Et il se trouve qu'on a souvent ce mélange, et d'ailleurs Paris a révélé une carte il n'y a pas très longtemps qui montre à quel point il y a une concomitance entre la pollution sonore et la pollution de l'air. C'est évidemment lié au trafic routier. Et donc... ça va aller mieux, elle a mis à 50 km là, le périph'. Je pense que ça va devrait s'améliorer. Pardon. En termes de son, en tout cas, ça va aller mieux. Est-ce que c'est le stress auditif comment ça marche? Comment le bruit peut impacter la fertilité? Il n'y a pas que le bruit, il y a le sommeil aussi. Oui, mais voilà, ça passe par le sommeil, c'est ça. Donc nous, on travaille beaucoup sur le sommeil, sur la mélatonine. On sait par exemple que, tout ça c'est très récent, qu'il y a des taux de mélatonine qui sont bien inférieurs lorsqu'il y a des insuffisances ovariennes. Donc il y a un lien entre sommeil, mélatonine, qualité des gamètes de la femme, mais aussi de l'homme. L'homme, on le savait depuis plus longtemps. La femme, c'est plus récent, parce qu'il fallait faire l'étude. Mais ça veut dire qu'on peut agir. Excusez-moi d'être un peu optimiste dans tout ça. Moi, je travaille plus sur des facteurs où on peut agir. Donc,
Mais pour agir, il faut poser le diagnostic, et il faut être informé. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, la qualité du sommeil et la quantité du sommeil agit sur la quantité et la qualité des gamètes. Donc ça, on peut travailler dessus. Il y a des spécialistes. À chaque fois, on travaille avec des spécialistes. Moi, je suis pas une spécialiste du sommeil, mais je travaille avec Damien Léger et Alexandre Rouen à l'Hôtel Dieu. Et donc, ils nous accompagnent. On travaille avec eux pour... l'exemple, c'est le syndrome des d'apnée du sommeil, pour travailler avec les hommes et les femmes. Et on sait aujourd'hui que lorsqu'il y a une obésité ou des apnées du sommeil chez l'homme, il y a une augmentation de la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. Et avec Alexandre, on l'a montré, quand on traite l'apnée du sommeil, on améliore la qualité de l'ADN des spermatozoïdes. C'est pour ça que je suis un peu optimiste et que je reviens à ce que je disais, c'est qu'on peut être acteur, mais pour ça, il faut être informé et il faut pouvoir être accompagné pour pouvoir jouer. Alors, pas sur les facteurs qui sont politiques, parce que ce que Nicolas dit, c'est essentiellement politique, mais nous, à notre niveau individuel, on peut quand même agir. Alors, je termine. Il y a un super... Alors, il y a les plateformes Prévenir que vous devez connaître, qui sont maintenant... Il y a un réseau qui se met en place sur prévention, environnement, reproduction, qui sont super, à la fois sur l'environnement au travail et l'environnement à la maison, parce que là encore, Nicolas a raison, il a beaucoup raison, Nicolas, sur le fait qu'il faut travailler sur à la fois l'environnement professionnel. On sait que les coiffeuses, on sait que ceux qui manipulent des métaux lourds et d'autres, nous en reproduction, on sait que les pizzaiolos, ceux qui travaillent dans la chaleur sont particulièrement exposés. Mais il y a aussi l'environnement à la maison, et c'est vrai qu'il y a des mesures assez simples pour aussi diminuer un petit peu l'exposition à laquelle on est soumis. Donc le réseau Prévenir, il est super. Pascal Mirakian, j'adore Pascal, et je sais que Véronique aussi a mis en place un questionnaire que je pense que tu l'as, qu'on peut scanner. Il est super bien fait, hein. Et là, tout ce que disait Nicolas sur la façon dont on fait cuire les aliments, les retardateurs de flamme, les plastiques, mais aussi la nutrition, enfin, tous ces facteurs sont très bien listés. Il y a un score à la fin, et après, on peut être accompagné pour les améliorer, parce que ça s'améliore, pardon d'insister. Mais voilà, je pense que... Il y a un aspect politique, et ça, on passe par les députés, les sénateurs, dommage qu'elles ne soient pas là, mais il y a un aspect au niveau individuel sur lequel on peut jouer. Pardon, excusez-moi. Est-ce que je peux juste ajouter un petit mot là-dessus sur... Effectivement, il y a un très bon film de santé environnementale sur les coiffeuses qui est Au revoir les cons de Albert Dupontel. Ah, il est génial, je suis d'accord. Non seulement le film est génial, mais le début de l'intrigue est que cette coiffeuse s'est pris de produits chimiques pendant toute sa carrière professionnelle et qu'elle a une maladie incurable. Et qu'elle est infertile, elle n'a jamais pu avoir d'enfant, elle a fait des fausses couches. Et infertile aussi, non, avant d'être... Elle l'a fait quand elle avait 15 ans. Avant d'être coiffeuse. Voilà. Mais en tout cas, excusez-moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. et d'ailleurs, on trouve aussi, alors j'aime pas ce terme, des disparités ethno-raciales, disent les scientifiques, où les femmes noires qui utilisent des produits capillaires, notamment à Strasbourg-Saint-Denis, etc., ont beaucoup plus de chances d'avoir des perturbations endocriniennes, infertilité, cancer et autres. Donc il y a aussi des disparités communautaires. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, il me semblait. Oui, sur l'aspect politique et l'optimisme, je voulais juste dire une chose, c'est que oui, je suis militant. Je ne fais plus de politique, je suis militant dans la société civile, et j'ai quand même tenu moi à agir, parce que oui, il faut agir. À un moment donné, répondre la parole, c'est bien. Informer, comme on le fait dans la presse, c'est bien. Mais j'ai tenu moi à professionnaliser justement mon engagement, et c'est pour ça que je fais de l'urbanisme favorable à la santé, c'est-à-dire que oui, on peut évitons de mettre une crèche au bord d'une autoroute. C'est bête, mais on n'y pense pas toujours, et les collectivités n'y pensent pas toujours. Et grâce au travail des ARS, des agences régionales de santé, qui ont été elles-mêmes formées à l'EHESP, en général, l'école des hautes études en santé publique, de laquelle je suis diplômé, elles incitent financièrement les collectivités à prendre en compte la santé dans leurs aménagements urbains. Et c'est là où moi j'interviens en tant que bureau d'études pour accompagner justement les architectes, les urbanistes ou même les promoteurs immobiliers pour leur dire attention à ça. Mais il n'y a pas que l'exposition des populations, il y a aussi l'activité physique, parce que l'activité physique, la sédentarité, évidemment, c'est pas bon pour la fertilité. L'alimentation, l'obésité, c'est évidemment pas bon pour la fertilité. Donc comment on met en marche les gens, comment on les invite à se déplacer, on évite des pentes à plus de 4% pour les PMR, parce qu'à plus de 4%, les PMR ne peuvent pas se déplacer sur une déclivité trop importante. Donc il faut y penser. On met des espaces verts, parce que les espaces verts et les végétaux arrêtent les particules fines.
On donne accès aux soins, au commerce à proximité. C'est la ville du quart d'heure à Paris, c'est la mixité fonctionnelle. Tout ça participe de la santé globale. Et donc voilà, notre santé, c'est ce qu'on a quand même avant de tomber malade. Et prenons du temps, investissons vraiment dans le fait de ne pas tomber malade, de ne pas être exposé à tous ces polluants, et plutôt que de courir après systématiquement. Mais oui, je crois qu'on peut être optimiste parce qu'on y travaille en fait. Virginie, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Non, si je voulais rajouter quelque chose sur la communication, justement. Parce que je sais qu'au début de l'association, on communiquait beaucoup sur faites attention, tout un tas de choses, et le message passait difficilement. C'est-à-dire que les gens se disaient, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que même si je mange bio chez moi, je fais chauffer dans du verre chez moi, il y a tout le reste de la vie et du monde, et donc c'était assez anxiogène. Et à un moment donné, on n'arrivait même plus trop à communiquer sur ces questions-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir, excusez-moi, autour de comment être acteur sans être dans une posture d'angoisse et que ça soit un peu tétanisant. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut trouver les bons messages, les bons éléments de langage, j'aime pas trop ça, mais c'est un peu l'idée, pour être informatif, mais pas anxiogène. Et ça, je suis complètement d'accord. C'est pas simple du tout, et je pense qu'il faut qu'on soit aussi accompagné et qu'il y ait des échanges entre nous, entre les scientifiques, entre les patients, et entre des spécialistes, parce qu'il y a des spécialistes de la communication aussi pour arriver à avancer là-dessus. Il ne faut pas baisser les bras. Par contre, on est bien d'accord, mais il faut trouver les bons canaux qui sont différents d'une population à l'autre, qui sont différents d'un âge à l'autre. Mais il faut arriver à s'adapter au public. Mais en tout cas, il ne faut pas garder l'information en se disant non, c'est trop anxiogène. Il faut être conscient du risque. Il faut l'énoncer, le risque. Il faut nommer les choses. Mais il faut donner les moyens d'agir. Voilà. Est-ce que la salle veut intervenir? Oui. Encore moi, désolée, j'en profite. Déjà, merci pour le discours positif, Dr Lévy, sur le fait qu'on puisse agir sur notre fertilité. En revanche, ce que je trouve difficile pour le vivre, moi, au quotidien, c'est que le discours scientifique, et notamment des médecins, n'est pas le même en fonction du médecin. Moi, on m'a dit, typiquement, sans le citer dernièrement, que je ne pouvais pas agir sur ma qualité ovocitaire. Moi, j'ai un gros problème à ce niveau-là. J'arrive pas à avoir d'embryon, etc. Et on m'a dit, non, en fait, vous êtes né avec votre stock et vous pouvez rien faire dessus. Un célèbre professeur de la fertilité, pour ne pas le citer. Et donc, moi, je voulais avoir votre avis là-dessus. Vous en avez un peu parlé, mais peut-on, à 38 ans, quand on n'a pas d'embryon, mais encore des follicules et un stock ovocitaire, agir dessus, vraiment? Enfin, moi, je mange bio, je fais attention aux perturbateurs endocriniens, je fais du yoga, etc. Et pourtant... Voilà. Donc ça, c'était ma première question. Et une autre question un peu plus polémique, et je m'en excuse pour ça, mais Monsieur Nemur, vous disiez tout à l'heure qu'on joue avec des produits chimiques sans avoir de recul dessus. Quid du vaccin Covid? Moi, personnellement, du jour au lendemain, j'ai eu une baisse de ma réserve ovocitaire. J'ai eu ma fille du premier coup. Avant cela, enfin, j'ai eu beaucoup un changement de mon cycle. Donc je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Voilà, ça a été décrit, ça a été publié, des changements de cycle. Mais du coup, voilà, quid de cet impact potentiellement sur la fertilité? Sur le vaccin Covid, il y a eu des publications, ça a été très étudié, plutôt rassurant sur la fertilité masculine. Il y a eu beaucoup de projets de recherche, y compris en France. Des changements de cycle, ça a été étudié. Je n'ai pas souvenance d'impact sur la réserve ovarienne, mais je regarderai si vous voulez. Je pense que vous avez regardé, j'imagine. Sur la question que vous posez, je pense qu'on va dire que les scientifiques, les médecins ne fonctionnent pas, vous le savez, d'un centre à l'autre, on n'a pas les mêmes façons d'accompagner les patients, on est différents. Nous, on travaille dans notre sens depuis plus de 15 ans maintenant sur l'impact du mode de vie, de l'alimentation. Alors au départ, c'était vraiment nutrition, obésité, après le métabolisme. Après le sommeil, l'activité physique, je réfléchis, le stress, parce que ce que vous me dites, c'est quand même que vous devez être, enfin, j'en sais rien, mais il y a un niveau de stress peut-être à considérer aussi. Et maintenant, on s'est rendu compte, un peu tard quand même, il n'est jamais trop tard, qu'on ne pouvait pas faire tous ces facteurs du mode de vie sans intégrer
tout ce qui était pollution chimique, perturbateurs endocriniens. Et donc, on a un projet qu'on vient d'avoir avec l'ANSES pour intégrer à la fois tout ce qui était perturbateurs endocriniens et éléments environnementaux avec le mode de vie. On espère que là, on aura fait une avancée. Donc, c'est pas simple tout ça, parce que on travaille beaucoup, nous, avec des PHRC, c'est-à-dire des projets hospitaliers de recherche clinique nationaux. Donc, on a de l'argent, on avance là-dessus, mais après se pose la question du translationnel, c'est-à-dire comment on passe de la recherche clinique vers le soin. Et c'est pour ça qu'on travaille maintenant, aujourd'hui, les petits codes barres là dont on parlait, ils sont partout dans tous les box de consultation. Il y a une information, les couples sont vus systématiquement avant toute prise en charge. Ils ont une information sur tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Et puis, on propose aussi des prises en charge personnalisées, des parcours personnalisés. On veut vraiment modifier le parcours de soins en intégrant ce que je viens de vous dire. Mais tout ça, c'est aussi politique, parce que ça prend du temps, de l'énergie. L'équipe est motivée. Je pense que ce qui est important, la première des choses, c'est comme Gwenolaure, c'est que l'équipe est motivée, elle se dit, bon, allez, on y va, tous, c'est notre créneau, et là, on fait une demande pour entrer dans le réseau Prévenir, pour pouvoir donc associer tout ce qui est éléments toxiques au niveau professionnel à ce qu'on faisait déjà au niveau individuel. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il faut qu'il y ait une démarche d'équipe du centre, pas une personne, mais toutes les personnes du centre, et ensuite, il faut arriver à avoir en face des patients qui sont réceptifs. Et ça, c'est pas simple non plus. Parce que mon expérience personnelle, elle a évolué un petit peu, mais j'ai obtenu en 2014 un PHRC national avec plus de 800 000 euros qui s'appelait Pepsi, et dont l'objectif, c'était justement de proposer un accompagnement sur la nutrition, sur l'activité physique, sur un accès psychologue aux couples. Eh bien, ils ne sont pas venus, les couples. L'argent a été perdu, 800 000 euros. Tout avait été mis en place, les parcours de soins étaient là, on le proposait aux couples, et en fait les couples, ils ne sont pas venus. Ils prenaient rendez-vous pour les activités physiques, ils ne venaient pas. Au niveau de la nutrition, les diètes, ils sont venus une fois, ils ne sont pas revenus. Et en fait, quand on a creusé, parce que ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas le faire sans les patients. Quand on a creusé, on s'est rendu compte que les patients, ils se disaient, l'AMP, de toute façon, c'est magique. On va avoir 100% de chance ça va marcher au premier coup, c'est sûr. Et donc, pourquoi on se ferait, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, braire à aller faire de l'activité physique, à faire des mesures, puisque de toute façon, avec la FIV, c'est magique, on va avoir un enfant. Donc, il y a une idée reçue. Il faut vraiment. Alors maintenant j'ai évolué, ça va mieux. Je me suis relancée parce que j'ai eu un petit coup de mou. Je me suis dit bon ça va, j'arrête. Mais je me suis relancée parce que il faut se battre contre des idées reçues. Et une des premières idées reçues, c'est la magie de l'AMP, la surpuissance. Vous le savez bien que c'est pas le cas. Mais pour des premiers arrivants qui arrivent dans le parcours d'AMP, il y a une espèce d'idée reçue que l'AMP va régler tous les problèmes. Bon sang, c'est faux. Assistance médicale à la procréation, je me bats contre ce mot assistance. Il faut que vous soyez là, acteurs. On y arrivera, mais pas tout seul. Il faut que les patients s'engagent aussi et ne restent pas là en se disant oh non, c'est bon, c'est la biologiste. Je suis biologiste qui va tout faire avec le clinicien. Ils vont me prendre en main, ils vont m'assister et je vais avoir un bébé. Ben non. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment changer la façon de penser. Pardon, excusez-moi. Juste pour rebondir là-dessus, la réalité aussi, c'est quand on est en parcours avec un boulot et éventuellement déjà un enfant, il faut trouver le temps. Et le temps de continuer à avoir une activité physique et tout ça, c'est plus compliqué que dans la normale. Et je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez sur le sommeil et les taux de mélatonine, parce que justement, quand on est en parcours, en FIV, en traitement, les hormones, ça affecte beaucoup le sommeil. Moi, je sais que je suis très sensible à ça. Du coup, j'ai des insomnies gigantesques et tout. Et bon, ça affecte l'humeur aussi, on sait. Mais est-ce que du coup, vous conseillez de prendre des compléments de mélatonine? C'est des dosages qu'on peut faire en plus? Je conseille surtout d'être suivi. Vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, je travaille qu'avec des spécialistes. Donc, je travaille avec des spécialistes pour le sommeil, avec des spécialistes, ça existe, avec des spécialistes pour l'activité physique, pour la nutrition, etc. Mais oui, il faut intégrer cette composante. Et vous avez complètement raison. Alors après, ce sommeil, c'est un sommeil avant le début de la stimulation. Mais même en cours de stimulation, bien sûr, ça participe aussi l'un et l'autre. Tout est lié, en fait. D'un côté, il y a la One Health, vous avez compris, et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle une prise en charge holistique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire
à la fois le sommeil, à la fois l'activité physique, à la fois le stress, à la fois... Enfin, ça fait beaucoup, je sais. Hein, c'est quasiment un job temps plein, vous avez raison. Et c'est pour ça que je prône un congé. Voilà, vous avez compris qu'il faut y mettre le paquet. C'est dommage, elle est partie, Prisca, et la sénatrice n'est pas venue. Mais je pense que tout ça, si on veut y arriver, ça a un coût. Il faut se donner les moyens aussi de faire bien les choses. Quand Flore, comment s'appelait Rachel Flore disait qu'elle avait très mal vécu cette stimulation, mais je pense qu'il faut aussi accompagner tout ça. Vous avez raison. Aujourd'hui, on est, à mon avis, maltraitant. Allez, je l'ai dit. En tout cas, on peut sans doute bien faire mieux. Voilà. Il y a les principes éthiques français. Oui. Bienfaisance, non maltraitance, voilà. Justice et équité. Nous, c'est notre ligne de... qui nous tient depuis la création. Parce qu'on a une petite lorgnette. Enfin, je dis nous, les médecins, de façon générale, on se dit on va bien faire la stime, ça. Mais en fait, il y a plein de choses autour. Il y a un être humain, il y a deux êtres humains. Donc c'est ça on passe à côté. Pardon. Non. Alors je peux juste rajouter sur cette thématique-là, Camille, justement, on a essayé de faire une proposition avec le Patientis, donc qui est une entreprise, et de proposer un accompagnement dédié par des infirmières aux étapes clés de la FIV pour que les gens puissent avoir un interlocuteur en dehors de l'équipe d'AMP qui est disponible au moment des rendez-vous, mais qui n'est pas disponible à tous les moments de la vie d'une personne. Et donc ce dispositif, il s'appelle Fertility Support. Bon, c'est un terme anglais, mais voilà, c'est le nom qui lui a été donné. Et c'est gratuit pour les personnes qui sont dans les parcours de FIV. Il faut rentrer dans ce dispositif via son médecin, qui doit vous inscrire. Et ensuite, vous avez des rendez-vous qui vous sont proposés aux étapes clés de votre parcours par une infirmière qui sera toujours la même et qui sera là pour vous écouter, pour vous indiquer. Par exemple, des fois, on se pose des questions. Est-ce que c'est cette aiguille ou est-ce que c'est cette aiguille? Ou est-ce que j'ai bien piqué? Ou est-ce que... Voilà, ces questions un peu techniques. Des questions plus sur comment je me sens, comment ça se passe, comment les choses se passent. Et ce dispositif est aussi disponible 7 jours sur 7, de 9h à 22h. Donc, on a trouvé que vraiment la proposition était vraiment complémentaire avec ce qui était proposé dans les centres. Voilà, et renforcer l'accompagnement. Voilà, donc parlez-en à vos médecins. Fertility Support, on a des petits flyers là, si vous voulez les voir. Voilà, c'est un petit support en plus, mais que j'ai l'impression qu'il manquait, parce que on l'a peut-être pas tellement dit, mais finalement, les patientes sont dans une grande responsabilité par rapport à leur traitement, puisque c'est elles qui, dans une grande autonomie, doivent s'injecter les produits. Donc là, ça veut dire ne pas se tromper. Et on n'est pas médecin, pas infirmière, et donc cet aspect-là n'était pas assez reconnu. C'est-à-dire, allez-y, prenez votre feuille, suivez votre traitement. Sauf que ça génère du stress, de l'angoisse, des questions. Des douleurs aussi, et voilà, cette fertilité support. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Alors Aurélie, je suis en parcours d'AMP depuis 4 ans avec mon mari. On a des échecs d'implantation répétés et tous deux travaillons dans l'industrie chimique. Moi, pour ma part, avec des métaux, donc je pense que c'est pas anodin. Et ma question est la suivante. Vous parlez donc d'être un peu acteur de notre parcours, et comment est-ce qu'on peut, au niveau de notre travail, finalement un peu sensibiliser? J'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment des organismes qui éduquent, en tout cas les industries chimiques. Alors il y a l'Adréal qui est là pour quand même limiter les rejets. Bon, pour ma part, je suis dans une petite PME, donc pour le coup, on passe un peu entre les mailles du filet. Et donc ma question est, est-ce que nous, à notre niveau, on peut peut-être sensibiliser l'industrie, faire appel à, je sais pas, peut-être des organismes, en tout cas pour essayer de faire changer les choses, en fait? Ça existe, hein. Il y a une plateforme Reprotoxique à Paris. Alors je crois que j'ai un doute, c'est Saint-Louis ou la RIB? Je me souviens plus. Reprotoxif, c'est la RIB, avec 2 sages-femmes qui sont formées pour les expositions professionnelles.
Donc prenez rendez-vous. Alors elles viennent à Tenon, enfin je ne sais pas si vous êtes suivis, mais elles viennent 2 fois par semaine à Tenon. Et en dehors de Paris, alors non, Rachel effectivement, Lévy. je suis suivie sur pardon. Nancy, donc c'est un petit peu loin, mais en Où ça, parlant vous êtes sur Nancy. Faut que je me renseigne. Mais c'est vrai qu'en en parlant à la médecine du travail, c'est un sujet qui est... Non, mais il faut former les médecins du travail. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas que les ados qu'il faut former. Il faut former les vieux, les médecins qui existent, qui exercent aujourd'hui et qui ne savent pas. Et donc, l'enjeu aussi, c'est de former tous les acteurs du soin, y compris la médecine du travail. C'est quelque chose qui est... de toute façon, voilà, tout ce que vous dit Nicolas, ils ne le savent pas tous. Enfin, pas tous, c'est un euphémisme. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question là-dessus par rapport à ça, mais il y a un enjeu de poste de travail. Normalement, les médecins du travail, et le sommeil, ça marche aussi. Hein. Maintenant, on travaille avec eux et on sait que les travails postés la nuit ont un impact sur l'ovulation. Et maintenant, ça arrive, on commence à travailler avec eux et ils peuvent changer de poste, vous voyez, de façon à ce que les gens travaillent de jour et l'ovulation va beaucoup mieux et le reste aussi. Donc peut-être que si vous avez besoin, je pense qu'on peut intervenir pour essayer de changer de poste de travail le temps, au moins les 3 mois précédents pour, vous avez compris, hein, pour produire les ovocytes et les spermatozoïdes. Et on espère que cette fois ça va marcher. Et pardon, vous travaillez sur le plateau de Brabois, au Technopole, Henri Poincaré ou... Alors, non, c'est une industrie chimique d'un groupe privé dans les Vosges. Dans les Vosges. Et c'est quoi comme chimie? Pardon. Alors, c'est des carboxylates métalliques. Donc, je travaille pour la pétrochimie, pour des promoteurs d'adhésion pneumatique. Donc, on est aussi dans l'industrie du plastique. Donc, on cumule un petit peu tout, quoi. D'accord, donc HAP, tout ça. Ouais, non, mais effectivement, la chimie, c'est pas bon. Je sais pas quoi vous dire. J'ai organisé il y a longtemps, d'ailleurs, au Sénat, j'ai participé à l'organisation du film How to Poison a Planet de Katrina McGowan avec Robert Bilott. Robert Bilott est l'avocat incarné par Mark Ruffalo dans le film Dark Waters sur les perfluorés, et donc qui avait la gentillesse d'assister d'ailleurs à cette projection en visioconférence depuis New York. Et le film Dark Waters, c'est génial. Faut voir. Hein. Et How to Poison a Planet, et justement après Dupont de Nemours qui a été reconnu coupable d'intoxication complète. Là, c'était troisième, ils font des scotch, ils font les cols, etc. Et ils ont inventé le PFOA et le PFOS, donc 2 familles de perfluorés qui sont maintenant interdites dans quelques États, pas tous. Et on sait aujourd'hui que 99% de la population mondiale a des PFOA dans le sang. Donc nous en avons. On en retrouve jusque dans le sang des ours polaires, dans les poissons, partout sur la Terre. On a inventé des substances qui sont absolument partout. Donc effectivement, quand on voit ce qui se passe à Lyon, dans la vallée de la chimie, avec Daikin et Arkema, qui ont été mises en cause par la collectivité de Lyon, qui a demandé à ce qu'une enquête judiciaire soit ouverte. Et finalement, Arkema a pu reprendre la production de nouveaux perfluorés. On sait que ce sont des substances persistantes, éternelles, toxiques éternelles. Et voilà, et on sait que dans l'industrie chimique, quand vous interdisez le BPA, le bisphénol A, il est aussi remplacé par le bisphénol S, qui n'a pas encore été testé, mais dont on pressent, il a depuis sans doute été testé, mais en fait, voilà, à chaque fois, au lieu d'interdire par famille, et c'était l'objectif de la réévaluation du règlement REACH européen, qui devait interdire par famille les substances, notamment les perfluorés, il a été reporté sine die, et on n'a toujours pas fait cette réévaluation. Donc, à un moment donné, oui, changer de poste de travail, c'est sûr, fixer des seuils un peu plus... Alors, quand on a affaire à des perturbateurs endocriniens, on est sur justement des toxiques sans seuil, donc c'est compliqué de parler de seuil parce que ça ne dépend pas de la dose. Néanmoins, il y a quand même un phénomène statistique qui fait que si vous êtes souvent confronté à l'exposition, vous avez quand même plus de chances d'être intoxiqué. Mais en fait, voilà, il y a quand même une mesure politique. Il faut faire bouger les lignes aussi, il faut en parler, il faut informer. Mais en tout cas, on n'arrive pas à interdire des industries polluantes alors qu'on a retrouvé des PFAS partout dans le Rhône, dans l'air des riverains, dans le sang des riverains. On n'arrive pas à interdire ces substances, même en France, parce que les lobbies sont trop forts, trop puissants. Et donc, les lobbies d'industrie pétrochimique encore plus. Donc, c'est intéressant. Vous êtes sur un cas vraiment de... C'est intéressant pour le ligueur qui est en moi de la Ligue des droits de l'homme. C'est intéressant... Pour aussi pour le militant du RES et de Génération Future. Mais
moi, j'avoue, comment faire, quoi ? Comment faire pour vous protéger, vous, d'abord ? Et on parlait de vous, mais vous parlez des agriculteurs. Oui, les agriculteurs sont les premières victimes, quand même, aussi des pesticides et des insecticides. Il y a des protections. Vous travaillez comment ? Enfin, bref, on va pas faire du trop personnel. Effectivement, mais... il y a des EPI qui sont mis à disposition, voilà. mais le fait est qu'il y a des rejets au niveau de l'usine, et les rejets sont juste au-dessus de l'usine. Donc finalement, peu importe où l'on est dans l'usine... Et bien, vous allez prendre des vacances reproductives. Ça, elle est partie, mais moi, je prône des vacances reproductives. Vous changez de poste pendant 3 mois, le temps de faire le bébé, y compris les 9 mois et les 2 premières années de vie. Autant vous dire que ces vacances reproductives, voilà. Il faut y aller, quoi. Il faut faire des propositions. Je suis désolée, je suis pas du style là. Bon, c'est comme ça. Je me dis, il faut faire des propositions. Et je me bats. Vous l'avez compris que la natalité est mon truc comme ça. Donc, si on veut y aller là-dessus, il faut se donner les moyens de le faire. Et puis, enfin voilà, ça paraît peut-être un peu simpliste. Il y a qu'à Foca, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille. Quand on a identifié des situations comme la vôtre, qui n'est pas seule, j'imagine que vous n'êtes pas la seule jeune femme en âge de procréer dans la boîte. Alors non, effectivement, mais je suis la première touchée, donc parce qu'on est une petite PME de 30 personnes en France. Et pour le coup, je suis la première touchée, donc c'est un sujet finalement qu'ils découvrent avec moi, mais il y a d'autres jeunes femmes qui suivent derrière, donc oui. Vous n'êtes pas la première touchée, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous pensez l'être parce que c'est la fertilité. Tout à l'heure, on disait le haut de l'iceberg, mais il y a le bas de l'iceberg. C'est-à-dire que toutes les femmes sont exposées, sauf que chez elles, ça va se manifester de façon différente. Et la façon dont ça va se remanifester dans les générations suivantes va prendre des formes différentes. C'est ce que nous apprend la DOAD, en sachant que santé métabolique et santé reproductive sont extrêmement liées. Donc si ça ne joue pas sur la reproduction, ça joue sur le métabolisme, et ça on le sait, on apprend des modèles animaux, aux générations suivantes, un impact à la fois sur la reproduction et sur le métabolisme. Ça on le sait très bien avec Scapeback et les publications sur les plastiques et sur la pollution. Donc vous n'êtes pas la seule touchée. Ça, c'est important, parce que ce n'est pas que vous, c'est toutes, et les hommes aussi. Les hommes, peut-être qu'ils n'ont pas un impact directement, là, comme ça, sur la fertilité, mais par contre, leurs spermatozoïdes vont transmettre les fameuses marques épigénétiques dont je parlais, avec un impact sur les générations suivantes, métabolisme, reproduction. Et donc là, on joue ce que je disais tout à l'heure, la natalité, parce que non seulement... Non, pardon, je m'énerve un peu. Non seulement il y aura plus de vieux, mais en plus, ils seront en mauvaise santé. Parce qu'ils seront tous diabétiques, tous avec des maladies cardiovasculaires, et encore, je ne vous dis pas les plus sympas. Donc, il y a un enjeu en termes de politique qui est majeur. Voilà. Alors, donc, il n'y a pas que vous qui êtes concernés, et ça, je pense que c'est un message important. Merci, Rachel Lévy. Nicolas, est-ce que vous voulez une phrase de conclusion ? On peut continuer à discuter en déjeunant, parce qu'il va falloir qu'on pense à se nourrir. Là-dessus, oui, peut-être vous êtes la première de votre PME, c'est ce que vous vouliez dire. Et effectivement, on ne connaît pas les effets sur les autres. Et puis, de toute façon, vous ne pourrez jamais le prouver. Donc, on vous dira toujours, prouvez-le, vous ne pouvez pas, tant pis. Voilà, c'est compliqué. Mais c'est vrai que sur le comportement individuel, à un moment donné, quand même, Santé publique France a lancé un truc qui est plutôt pas mal pour une fois. Qui sont ces 40 minutes de sport par jour, quoi. Je pense que notre santé, c'est notre ressource, on l'a dit tout à l'heure, et qu'on veuille procréer ou pas, en fait, c'est notre capital qu'on doit absolument préserver jour après jour. Et oui, c'est fatigant, il faut faire l'activité physique quotidiennement, il faut bien manger, il faut manger équilibré, je veux dire, avoir attention au stress, tous ces facteurs-là sur lesquels notre comportement peut avoir une influence, il faut vraiment pas c'est très très important. Et après, ce qu'on appelle la faute à pas de chance, quand on est politique et qu'on veut se débarrasser du problème, ou ce qu'on appelle l'exposition à des toxiques, ça c'est moins contrôlable dans l'état actuel des choses, et c'est plus par des phénomènes politiques et de militantisme. Mais effectivement, parlez autour de vous, faites du bruit dans votre entreprise, allez voir les syndicats, je ne pense pas qu'il y ait de CSE avec 30 personnes, mais en tout cas, faites-le consigner, parce que s'il y a un deuxième cas, au bout d'un moment, ça finira par faire force de preuve, et il ne faut pas lâcher, quoi. Voilà, je pense que quand on subit un drame, on a tous subi des drames, et ou en tout cas un problème, on a besoin de connaître les responsabilités, et on ne lâche pas l'affaire comme ça. Donc c'est normal de vouloir connaître les responsabilités, et puis surtout de tout faire pour continuer à être en forme, à être heureuse et à essayer et y arriver. Et effectivement, les vacances de procréation sont une très bonne idée. Gardez le moral. Et puis, on est tous embarqués là-dedans. Je dis, on est tous embarqués parce qu'un problème de fertilité peut être
peut être un problème de cancer du sein chez une autre, peut être un problème de cancer de la prostate chez un autre. On est tous embarqués là-dedans, de toute façon. Non, mais là, il va falloir se le faire. Vous aviez une question? Oui, c'est enregistré. Mais c'est bien parce qu'on diffuse l'information. Alors, juste avant la question, je parle du militantisme associatif et donc des rendez-vous qu'on a déjà pu avoir avec des médecins du travail. Donc, moi, j'habite à Caen. J'avais rencontré un aéropage de médecins du travail pour les sensibiliser à la question de l'infertilité, la fertilité, la santé environnementale, pour que ça me vienne un peu. Donc ça, c'est pareil. Il faut aller voir les députés, il faut aller voir le médecin du travail, il faut aller voir les responsables dans les entreprises et les syndicats pour que toute la société, parce qu'il faut avoir à l'esprit que nous, on est concernés, mais que le sujet, fertilité, infertilité, n'est pas encore un sujet qui existe vraiment dans la société avec toute la nécessité de toutes ces composantes. Et voilà, le PEPR dont je vous ai entendu parler tout à l'heure, santé des femmes, santé des couples, donc endométriose, infertilité. Maintenant, les chercheurs peuvent mettre sur leur projet de recherche, sur leur demande de financement, infertilité. L'année dernière, ils ne pouvaient pas, parce que ça n'existait pas. Donc il faut avoir conscience de cette situation. Alors, une dernière question. Et attends, je rajoute, pour la première fois que les PHRC nationaux existent, le mot fertilité est un axe thématique. C'est la première fois, vous vous êtes battus, vous avez réussi, il faut continuer. Une dernière question et puis on continue la discussion Oui, parce que je pense que tout le monde a envie de manger. Je m'appelle Mathilde et en fait, je suis pharmacien et je travaille sur un projet entrepreneurial qui a pour ambition d'aider les couples qui ont des difficultés de conception. En fait, moi, je mène des interviews qualitatives pour mieux comprendre en fait le parcours de soins, donc que ce soit au niveau des patients, mais aussi des professionnels de santé. Et en fait, du coup, j'ai un peu des analyses différentes des deux parties, mais qui se rejoignent un petit peu. Et ça rejoint ce que vous avez dit là autour des questions. Pour les patients, c'est difficile de mettre en œuvre les règles hygiéno-diététiques en parcours parce qu'on n'a plus le temps, mais l'implication, pour vous, elle est difficile en tant que professionnel de santé quand on est déjà en PMA. Et moi, je me pose la question aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a rien qui est proposé avant la PMA. J'adore, merci. Donc ça nous rejoint sur, excusez-moi, du coup je reprends sur la prévention et vous avez complètement raison. C'est-à-dire que c'est pas au moment où on entre, où on a le diagnostic et où on entre dans le cycle de FIV que ça rajoute du stress au stress. Voilà. Donc vous avez complètement raison et nous on prône, on travaille sur la nutrition, vous regarderez peut-être Alifert, alifert.com. Nous on prône de le faire en amont, c'est-à-dire au moment où on n'a pas encore, on n'a pas le diagnostic, au moment où on a l'idée de faire un bébé, de se dire est-ce que c'est le bon moment en termes de santé? Et Nicolas a raison, santé reproductive, c'est santé tout court. Ça veut dire que si on est en bonne santé, la santé reproductive, elle suit, et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si on a un problème en santé reproductive, il faut aller chercher un problème en santé aussi métabolique et autres. Voilà. Et donc vous avez totalement raison, c'est en amont qu'il faut agir. En amont, qu'il faut voir si on a une bonne activité physique, si on dort bien, etc. etc. C'est vrai, on a constaté notre erreur. C'est-à-dire les couples qui sont engagés dans les cycles d'AMP, on peut toujours agir et on fait en sorte. Hein. Mais l'idéal, c'est d'agir le plus possible en amont. Et vous avez complètement raison. Alors moi, je vous propose de poursuivre cette conversation en mangeant et en bien mangeant, en plus, de se détendre et de nous débarrasser de notre stress en déjeunant tous ensemble dans la salle qui est au-dessus. Merci infiniment à tous les deux. Merci.